Et salut à toi, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne et surtout dans ce tout premier vlog de festival. Un format un peu particulier mais qui va te permettre de voir au plus près comment ça se passe dans un festival du point de vue de la technique. Pour cette vidéo, j'ai décidé de te parler du Castle on Pan Festival. Pourquoi cet événement qui t'est certainement inconnu ? Car c'est un tout jeune festival dont c'est la première édition et le premier événement de son organisateur. Alors de mon côté je me suis dit, quoi de mieux pour un premier vlog ? Car même si je sais que ce qui fait rêver ce sont d'énormes festivals comme les Eurokéennes ou le Hellfest, il s'agit également d'organisations tentaculaires et il serait compliqué d'en faire le tour. Surtout pour un premier format vlog que je ne maîtrise pas encore. Alors que ce genre de petit festival, il y en existe des centaines. C'est donc un format que tu es amené à rencontrer très souvent si tu travailles dans le milieu du spectacle. C'est même là où tu vas apprendre le plus de choses car les équipes sont réduites et qu'il faut un peu tout faire. Bon, fatalement, c'est aussi là où tu as besoin d'avoir de nombreuses compétences. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais au moins, tu n'es pas un simple tech ou road comme tu le serais sur un gros festival, et où tu n'utiliserais et n'apprendrais qu'un domaine très spécifique et de manière limitée. Et d'ailleurs, pour le coup, au niveau technique, car c'est ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, pour une première édition du Castle on Pan Festival, on est servi, on a le droit à du vrai matos. Deuxième point qui m'a motivé à en faire mon premier vlog. Alors, prêt à découvrir tout ça ? C'est parti. Salut à toi, je suis Thomas Auberson, régisseur dans le spectacle vivant et je suis très heureux de te retrouver pour cette vidéo. Si la technique du spectacle t'intéresse, tu es au bon endroit. Tu pourras retrouver sur ma chaîne des tutos et conseils de pro pour, à ton tour, devenir un régisseur. Alors abonne-toi. Pour commencer rapidement, le Castle on Pan Festival, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un festival de niche car centré autour de deux choses. D'ailleurs, super bien caché dans le nom, hein. Premièrement, le médiéval, avec ses tenues, ses festivités et ses châteaux. C'est d'ailleurs ce dernier élément qui est le mieux représenté car le festival se passe dans celui de Frasnes-le-Château en Haute-Saône pour cette première édition. Et le deuxième élément n'est autre que le handpan. Il s'agit d'un instrument de percussion un peu particulier avec son allure au choix de soucoupe volante ou de grosse sauteuse retournée. C'est un instrument très récent car créé dans les années 2000 et qui a aujourd'hui de nombreux adeptes à travers le monde. Et si tu ne connais pas encore, tu vas avoir l'occasion de découvrir ces magnifiques sonorités à travers ce vlog. Alors pour moi qui à côté du spectacle suis fan de médiéval, à travers des jeux de rôle et du grandeur nature, et également joueur de handpan à mes heures perdues, ce festival ce n'était que du bonheur d'y participer. Bon allez, maintenant que tu sais où je t'emmène, c'est parti pour le festival. Et allez, c'est parti pour la première édition du Castle on Pan Festival. Non. D'abord, commençons du début, la préparation. Et oui, car un festival, quand on l'organise, ça se prépare surtout en amont. Bon, pour le coup, je ne suis pas clairement un régisseur général sur l'événement, car la majorité des choses a été dealée en direct avec le prestataire louant tout le matériel technique. D'ailleurs, un prestataire qui lui aussi est joueur de handpan. Comme quoi, la musique, ça crée du lien, et surtout, ça ouvre des portes. J'ai tout de même suivi le plan d'installation afin de conseiller le meilleur point d'alimentation pour la scène, mais également les autres besoins comme la buvette ou les différents stands. Mais je me suis assez vite concentré sur l'aspect scénique. Après un tour des riders, c'est-à-dire les fiches techniques des différents artistes et groupes se produisant, répertoriant tous leurs besoins techniques, on a pu établir la liste du matériel son et j'ai par la suite pu me concentrer sur le poste que j'aurai sur place, la régie lumière. Bon évidemment, comme ce sont des petits groupes, aucun n'avait de demande à ce niveau-là, j'avais donc carte blanche. Il faut le savoir, mais un groupe va déjà se concentrer sur ses demandes techniques en son, les micros, les retours, etc. Certains vont avoir la possibilité de se déplacer avec leur ingénieur du son s'ils en ont les moyens, mais c'est seulement après tout ça qu'ils vont réfléchir à engager un régisseur lumière pour leur spectacle. Et même comme ça, certaines salles ou festivals n'auront simplement pas les moyens ou le matériel pour accueillir ce régisseur, donc il ne se déplacera même pas. Là, j'ai donc fait avec ce que me proposait le prestataire pour faire mon implantation lumière. C'est ce qu'on appelle le plan de feu. Bon, j'ai sauté l'étape de créer un vrai plan sur un vrai logiciel car au fond il n'allait intéresser que moi. Mais je t'ai quand même préparé un petit truc pour un peu plus tard pour que tu te rendes compte de ce que j'ai fait. Je suis donc directement parti sur le soft de la console que j'allais utiliser, la Grand-Ma 3. Il s'agit du dernier modèle d'une des plus grandes marques de consoles lumière. Et si tu veux en savoir plus, tu peux retrouver des explications dans ma dernière vidéo, dont le lien se trouve juste ici, ou dans la description. Enfin, la Grand-Ma 3, c'est ce qui était prévu au début.
jusqu'à ce que le prestataire m'annonce 2 semaines plus tard qu'en fait elle était louée pour autre chose et que j'allais me retrouver sur sa Grand-Ma 2, Wing. Moi qui m'étais un peu trop enflammé à commencer à préparer des trucs, j'ai pu jeter ce que j'avais fait à la poubelle. Bon, forcément, je déchante un petit peu à ce moment-là, car j'étais bien heureux de m'entraîner sur la Grand-Ma 3 après m'y être formé il y a quelques mois. Surtout que là, en plus, c'était pour me retrouver sur une console sans fader motorisé. Enfin, c'est un peu relou, mais faut faire avec. Pour t'expliquer, un fader motorisé, cela permet de changer de page de travail et que tes faders reviennent en position automatiquement à chaque changement. Quand ils ne sont pas motorisés, il faut aller rattraper la valeur manuellement pour envoyer l'effet chargé dedans. Mais bon, c'est les aléas du spectacle, et ce n'est pas comme si c'était la première fois que je devais jouer comme ça. Alors c'est parti. Je prépare donc mon show en réalisant d'abord le patch des machines dont j'allais me servir, puis en créant quelques groupes, des presets de base et un layout. Le layout est loin d'être obligatoire, mais il permet d'avoir une option de sélection très visuelle. En plus, j'aime bien me servir de quelques effets en bitmap, donc je le réalise presque systématiquement maintenant. Une fois tout cela préparé, je suis serein pour attaquer le festival qui se tient dans quelques semaines. A la base, je voulais prendre le temps de créer des effets en amont du festival, mais ayant été très pris par le travail et craignant d'autres modifications sur le kit lumière, j'ai décidé de ne pas trop me projeter et de ne pas bosser pour rien. Mais maintenant que tout est prêt, on peut passer aux choses concrètes, le montage. J'ai un peu de route pour arriver jusqu'au château et comme tu peux le voir, le temps n'est pas au beau fixe. Malheureusement, il prévoit de la pluie pour ce week-end. On verra bien si on a quand même de la chance niveau météo. Et après 3 quarts d'heure, me voilà arrivé au lieu du festival. Bon bah voilà, ça paye pas de mine pour l'instant, mais la scène pour ce week-end, avec quand même un magnifique décor derrière. Elle a été installée la veille par le prestataire, cela nous gagne du temps et nous permet de travailler à l'abri. Peu après, arrivée du matériel et on attaque tout de suite avec le déchargement. Une bonne partie du matériel est destinée à la scène, mais il y a également toute la distribution électrique et l'éclairage de site, mais ces derniers points, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, montage du grill lumière. Je dispose donc les projecteurs comme je l'avais imaginé sur mon plan de feu. D'ailleurs, un petit tour du kit lumière s'impose. J'ai à ma disposition des PC Brightech dont je me sers comme face. Ils sont principalement là afin que le public puisse distinguer le visage des artistes. J'en ai 6 pour composer ma face, plus 2 en latéraux pour éviter d'avoir une face trop plate. Un seul type de lyre, les intimidators. C'est un projecteur qui se veut hybride, beam, spot, wash, mais bon, comme tous les projecteurs de ce genre, beam et spot peut-être, wash certainement pas. A cela vient s'ajouter des barres Beam Z, ayant un ensemble de LED RGB plus une rampe de lampe blanche au centre. Et enfin, on finit avec les BT rétro, imitant des anciens projecteurs en basse tension, d'où le BT, avec une lumière très chaude au centre, mais rajoutant un rétroéclairage de couleur donnant un rendu très cool. Après les avoir accrochés, on les câble en DMX et en alimentation. On installe ensuite la diffusion qui se compose de 2 P18 sur lyre de chez Nexo en guise de tête et de 2 subs L18. Pendant ce temps, on se fait gentiment surprendre par la pluie. Au vu des rigoles d'eau qui se créent sur la toile, on décide donc d'installer tout de suite les pare-pluies. Un pare-pluie, c'est une grande toile ajourée permettant de stopper la pluie tout en laissant passer le vent afin d'éviter de créer un effet de voile qui pourrait être dangereux. Pour les installer, on tend une grande sangle sur l'arrière du grill et on y fixe la toile à l'aide de serflex. Ensuite, direction de l'alimentation électrique du site. Pour cela, une demande d'installation provisoire a été effectuée auprès d'EDF. Ce genre d'installation est également appelé installation forain. On se branche donc sur le disjoncteur après l'avoir testé. Ça a certainement déjà été effectué par l'électricien, mais on n'est jamais trop prudent. Et ensuite, on est parti pour tirer du câble, et c'est toujours un plaisir de se taper les longueurs de 63 ampères. Pour que tu te rendes compte, ce genre de câble pèse vraiment lourd. On est autour des 16 kg pour 10 mètres de câble, et là on doit en tirer 70. Mais une fois l'alimentation mise en place, on peut passer à l'adressage. Étape où je donne à chaque projecteur une adresse afin de pouvoir les piloter en DMX. Si tu ne sais pas ce qu'est le DMX, je n'ai pas encore de vidéo sur le sujet, mais tu peux déjà retrouver des articles complets sur mon site. Le lien se trouve dans la description. Pour le coup, au niveau de la commande DMX, je suis câblé jusqu'au plateau à un node, en ArtNet, un protocole réseau. Et puisque ce node dispose d'un univers distinct sur chacune de ces 4 sorties, je ne m'embête même pas. Je tire un câble par pont, ça m'économise du câblage. Pareil pour le mode de mes projecteurs, je prends le plus étendu, notamment pour les barres LED, afin de gérer chaque lampe individuellement. C'est ce qui va me permettre une grande variété d'effets par la suite. Après ça, on câble la régie et je peux me lancer sur la console. Je me retrouve donc avec le Grand-Ma Wing et mon ordi personnel pour vérifier que tout fonctionne. Bon attention, partie technique. Après un rapide check pour vérifier que je contrôle chaque projecteur, je me rends compte de quelque chose.
La fixture des barres LED n'est pas composée comme je m'y attendais. Je pensais que la rampe de LED blanche au centre était gérée par un second dimmer, le premier contrôlant la couleur RGB. Mais en fait non, la rampe blanche est contrôlée par le paramètre white dans les couleurs. Cela ne m'arrange clairement pas car ça apporte deux complications. Tout d'abord, cela veut dire que le dimmer contrôlera simultanément la couleur RGB et la lampe centrale. Et le RGB étant par défaut à 100%, j'aurai toujours de la couleur, ne me permettant pas de jongler entre les deux simplement avec deux dimmers. Deuxièmement, tous mes effets de chaser étant paramétrés sur le dimmer, cela m'affectera en même temps la couleur RGB et la lampe centrale. Bon, je n'aurais pas eu ce problème si j'avais mieux contrôlé mes fixtures en amont, d'où l'importance de bien se préparer lorsque tu utilises des projecteurs que tu ne connais pas finalement. Mais bon, on se fait tous avoir par des petits trucs comme ça après tout. Heureusement, après avoir compris ça, j'ai la solution toute trouvée. Je modifie la fixture afin de changer certaines valeurs de paramètres par défaut. Mon dimmer va passer de 0 à 100, mais toutes mes couleurs au lieu d'être à 100 passent à 0. Cela me permet de bypass mon dimmer en quelque sorte. Il restera toujours ouvert si je ne lui envoie aucune information contraire, ce sont donc mes paramètres de couleur qui géreront directement leur intensité. Ce n'est pas idéal, mais c'est un compromis qui convient à ma méthode de travail. Cela me permet donc un deuxième point, passer tous mes effets de chaser sur le paramètre white à la place du dimmer. Pour cela, je copie tout simplement mes effets et je change leurs paramètres. Cela va me demander encore quelques corrections, mais c'est bien plus rapide que de tout recréer. Et puisque j'ai bypassé mon dimmer, lorsque j'envoie mon effet de white, il est immédiatement opérationnel et ne nécessite pas que j'ouvre mon dimmer pour fonctionner. Et vu que mes valeurs de couleur sont à 0 par défaut, je peux le jouer séparément ou conjointement avec elles. Ce problème étant réglé, je laisse la console de côté pour le moment, j'aurai bien assez le temps le lendemain pendant la balance des groupes pour recalibrer quelques couleurs, créer des positions et recaler des effets. On se lance donc sur l'installation de l'éclairage de décoration. Pour cela, on a un ensemble de projecteurs de la marque Cameo, les B60 et les B200. Projecteurs très pratiques car disposant de wireless DMX, c'est-à-dire de communication DMX par le Wi-Fi. Et également équipés d'une batterie pouvant tenir plusieurs heures en autonomie. Mais sur un festival, cela demandant pas mal de manutention de rapatrier tous les projecteurs chaque soir afin de les recharger et les refocuser, nous prenons la décision de plutôt les brancher sur secteur. On garde quand même l'avantage du DMX sans fil pour ne tirer aucun câble de data pour ces projecteurs. Pour l'instant, on les dispose au jugé car la luminosité est encore trop importante pour réaliser un focus précis sur la végétation du parc du château. Ce sera fait ce soir, mais je te réserve le rendu pour demain. Et on se retrouve le vendredi matin pour l'ouverture du festival. Petite particularité, il y a également lors de la journée un marché artisanal avec de nombreux exposants. Je me retrouve donc à gérer les demandes électriques de chacun, mais c'est une chose normale sur ce genre d'événement. Et à partir de 10h, accueil du premier groupe pour les balances. C'est l'occasion pour moi de rencontrer le régisseur son, Vince, qui va bosser durant le festival. Il est arrivé le matin même et n'a pas participé au montage, chose inhabituelle dans le spectacle, mais cela est dû au fait qu'il s'agit d'un des membres du groupe Andaneya qui se produira le samedi. Il s'est proposé à ce poste en plus pour aider le festival à démarrer car il dispose de sa propre console et de très bonnes connaissances en son. La météo s'invite aussi de nouveau parmi nous car après la balance du premier groupe, on a le droit à une petite frayeur. Lorsqu'il se remet à pleuvoir, on se rend compte que le pare-pluie n'était pas assez tendu et ne collait pas à la toile, créant alors des rigoles et qui se retrouvaient à goûter sur une délire. Je décale donc le projecteur et le débranche pour éviter tout risque et je sors en urgence l'échelle pour venir retendre la sangle qui tient la toile. Et oui, il faut avoir les yeux un petit peu partout, surtout quand t'es le seul responsable du matériel sur place. Mais à part cela, la matinée et début d'après-midi se passent tranquillement, ce qui me laisse largement assez de temps pour finir d'encoder ma console lumière. Je commence par calibrer mes couleurs. Tous mes projecteurs n'étant pas de la même marque, ils n'auront pas forcément les mêmes rendus avec les mêmes valeurs. Par exemple, avec un même mélange de rouge et de vert, le jaune ne sera pas le même sur deux projecteurs différents. Il faut en retirer ou en ajouter un peu de l'un ou de l'autre pour obtenir la même teinte. Après ça, je passe à la réalisation de position, ce qui ne me prend pas énormément de temps vu que je n'ai que 4 lyres motorisés. Je vérifie ensuite le fonctionnement de mes effets, notamment de mes chasers sur les barres LED. Un chaser, c'est un effet d'allumage et d'extinction successifs sur plusieurs sources lumineuses, créant divers effets de balayage ou de traînée en fonction de ce que tu souhaites faire. Et puisque les barres LED sont le principal élément visuel pour créer du mouvement sur mon plan de feu, je veux être sûr qu'il soit bien calibré. J'ai notamment fait attention lors du montage au sens de mes barres LED. Si j'en avais retourné une, mes chasers s'en seraient retrouvés déstructurés. Et c'est une foule de petits détails comme celui-là qui peuvent rendre un plan de feu très compliqué à travailler. Il faut donc y prêter une attention particulière.
Mais la partie la plus ardue que je vais avoir réside dans l'organisation de la console pour la restitution en live. Les seuls outils de contrôle que j'ai à ma disposition, ce sont 6 boutons exécuteurs, 6 faders non motorisés, 2 master faders et 0 écran tactile, vu que je suis sur mon ordi personnel. Je vais donc devoir faire de sacrés compromis afin de gagner en rapidité lors des concerts. Je décide donc de partir sur une utilisation se servant en partie du programmeur. Grâce au Programmer Time, je pourrai envoyer mes positions et mes effets avec une temporisation que j'adapterai aux besoins, évitant des effets cut et donc trop soudains. Conjointement, j'utilise mes 2 master faders afin de contrôler la vitesse de mes effets. L'un pour la vitesse de mes chasers et l'autre pour les effets de mouvement. Pour la gestion des couleurs, je décide d'attribuer des séquences sur des boutons exécuteurs en GoTo afin de pouvoir naviguer facilement entre mes différentes couleurs. J'ai plutôt l'habitude de travailler en load-to personnellement, me permettant de préparer mes couleurs et les envoyer au moment où je le désire, mais pour cela, ça nécessite un fader afin de faire la transition, j'en fais l'impasse, tant pis. Le reste de mes faders et boutons sera consacré à différents groupes de projecteurs afin que je puisse suivre en direct le rythme des musiques. J'utilise tout de même plusieurs pages de faders, mais surtout pour pouvoir gérer des éléments que je modifierai moins souvent, comme la machine à fumer par exemple, ou pour varier de groupes de projecteurs. Et petit bonus en fin d'après-midi, Vince me propose un petit écran tactile qu'il a dans ses affaires et qui va beaucoup m'aider pour le lancement de mes effets. Et après tout ça, plus quelques pauses, on se retrouve assez vite avec le début des concerts. Bon, pour cette partie, j'aurais aimé pouvoir t'en montrer un petit peu plus en contenu vidéo, mais malheureusement je n'ai pas encore le réflexe de filmer pour créer du contenu. Mais heureusement, j'ai pu piocher dans les photos des photographes pour avoir quelques rendus à te présenter. Donc ça commence tranquillement avec Joliba et son slam. Bon, le début d'un festival en extérieur, c'est le même problème partout. Il y a un projecteur qui joue bien plus fort que nous, quoi qu'on fasse. Le soleil. Donc nous, on fait du décoratif, quelque chose qui se voit directement sur les sources lumineuses, mais inutile d'essayer de faire beaucoup de travail de faisceau ou de mouvement, cela n'aura aucun rendu très concluant. L'avantage par contre, c'est que ça permet de se chauffer un petit peu et de prendre en main cette configuration de travail. On continue ensuite avec David Lesage. Une des choses que j'apprécie le plus dans le spectacle, c'est les belles rencontres que l'on peut faire dans ce métier. Et David en fait partie. La rencontre et les échanges avec ce multi-instrumentiste pourraient même aboutir sur un travail commun dans un projet futur. C'est un autre avantage des événements de petite taille, comme celui-ci. Tu as la possibilité d'échanger plus facilement avec des artistes, t'offrant potentiellement des futurs projets enrichissants. Petite interlude à la tombée de la nuit avec du tissu aérien accompagné d'Étienne, l'organisateur du festival au handpan. Je fais mon possible pour les éclairer, ce numéro ne se trouvant pas sur la scène. Et puisque je ne dispose pas de beaucoup d'éclairage supplémentaire, j'installe simplement 2 B200 sur pied afin de les mettre en lumière. On passe ensuite au groupe Duocera. C'est à partir de maintenant qu'il fait suffisamment sombre et que je peux réellement m'éclater en lumière. Le rythme est également plus soutenu, ce qui me permet de proposer plus de variété en marquant les pêches musicales. Et on finit par le groupe Cosmos, musique plus trance mêlant didgeridoo, handpan et voix pour clôturer la soirée. Ah, d'ailleurs, petit point sur l'éclairage de site, mettant bien en valeur le parc du château comme tu peux le voir. Et de mon côté, avant de partir, petit tour sur quelques projecteurs laissés sur batterie afin de les éteindre et de les ramasser. Et de retour le samedi, la journée va débuter autour des 11h et globalement on en prend d'autres et on recommence. Cette fois-ci, j'ai plus de temps et j'aide principalement les groupes à s'installer lors des répétitions de l'après-midi, afin de pouvoir apporter mon aide au changement plateau le soir pour ne pas prendre de retard. Je m'occupe également de tirer un câble d'alimentation pour un spectacle de feu qui aura lieu ce soir à un autre endroit sur le site. Pour le coup, je n'avais pas été prévenu, j'ai donc dû trouver une solution pour passer les câbles d'alimentation en toute sécurité. J'ai dû prendre des passages de câbles se trouvant devant la régie pour les disposer à l'entrée de la cour. Ce n'est pas idéal, mais parfois il faut choisir le moindre mal. Et en fin d'après-midi, je me retrouve également à faire du son. Eh oui, Vince s'occupant des concerts du soir, mais jouant également dans un des groupes, il a préféré partir se reposer afin d'être en forme, ce que je comprends tout à fait. Mais puisque je suis le régisseur référent sur le festival et qu'il y a une scène ouverte et une tombola à animer avant le début des concerts, c'est moi qui m'y colle. Bon, rien de bien compliqué, 2 ou 3 micros tout au plus, chose dont j'ai l'habitude car je bosse également en son de manière régulière. Comme quoi, ça sert d'être un peu multitâche dans ce milieu. Mais on passe assez rapidement à la partie concert. Cette soirée-là est beaucoup plus dédiée au handpan que la précédente, car tous les groupes en proposent sans exception. On commence avec Morgan, nous ouvrant la soirée avec de belles mélodies au handpan.
Elle est suivie par Jérémy Natag, un grand joueur de handpan et qui se fait même rejoindre en guest par David Lesage au milieu de son concert. Puis vient le groupe Andaneya, et là j'ai pu voir quelque chose qui arrive rarement, voire jamais, le sondier qui joue avec son groupe depuis la régie. Eh oui, Vince est bassiste pour ce groupe et s'amuse à jouer sans être sur scène. En fait, il a un petit émetteur HF directement connecté à sa table de mixage, ce qui lui permet même de s'amuser à se balader au milieu du public lorsqu'il joue. Je trouve ça très fort musicalement parlant car il arrive à se synchroniser avec les membres de son groupe juste en écoutant la façade. Et c'est également très drôle pour les spectateurs qui cherchent à savoir d'où proviennent les lignes de basse lors des morceaux. Après ce concert et des histoires d'oiseaux et de chaussettes, ouais, faut pas toujours chercher à comprendre les délires en concert, je crois. Mais donc, après ça, on peut passer à la Compagnie des Muses et leur spectacle de feu. Pour le coup, rien à faire de plus, ils sont autonomes en termes techniques, donc une fois le changement de plateau effectué pour le groupe suivant, je peux aller profiter de leur performance. Et on clôture le festival avec 3Ks, mêlant beatbox, didgeridoo et handpan. Ambiance également assez trance, bien adaptée à cette fin de soirée. Mais pour la technique, ça ne signifie pas pour autant une fin de journée, car on attaque le démontage juste après la fin des concerts. Étant en équipe réduite pour ce soir, l'essentiel est de mettre en sécurité le matériel le plus fragile. On range donc les micros, les retours et tous les projecteurs en flycase, ainsi que leur câblage. Cela nous amène déjà gentiment vers 2h du matin, donc on va aller se coucher pour finir le démontage le lendemain matin. Heureusement, le château dispose de dortoirs et même de chambres individuelles. Et crois-moi, c'est un réel avantage de pouvoir dormir sur place avec tout le confort d'un vrai lit, c'est pas donné à tous les festivals. Et le lendemain, levé à 9h pour attaquer le démontage. Le soleil est au rendez-vous et pour le coup, la pluie nous aura bien épargnés pendant ce festival. On finit de démonter la scène relativement vite et pour ça, je tiens à saluer les membres du groupe Andaneya pour le coup de main qu'ils ont filé. Il faut dire qu'ils ont l'habitude car c'est une des grandes aides techniques pour un autre festival de handpan, le Hangout, qui est un des plus connus en France. On continue ensuite en récupérant et rangeant tout l'éclairage de site, une des parties les plus longues au final, pour finir ensuite par l'alimentation électrique. Et à 15h, après le chargement, on peut fermer les portes du camion. De mon côté, c'est la fin de mon travail sur le festival, donc retour chez moi, et après 2 jours d'absence, j'ai toujours la chance d'être accueilli avec plein d'amour. Et oui, même si ce n'était que le temps d'un week-end, je leur ai manqué à ces petits chats, alors j'ai le droit à plein de câlins. Et c'est sur cette note pleine de douceur que je finis ce vlog. J'espère qu'il t'a plu car c'est un format que j'expérimente encore. Mais il me semble essentiel car je trouve très intéressant de pouvoir vivre un festival de l'intérieur. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose de si facile à faire pour moi, notamment pour la prise de vidéo durant le festival. Sur place, je cours un peu partout car il y a constamment quelque chose à faire et je n'ai pas encore le réflexe de me filmer pour donner des explications en direct. Mais je tâcherai de m'améliorer pour les prochaines fois. N'hésite donc pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, aussi bien les bonnes choses que tu aimerais voir plus souvent ou au contraire, ce que tu as trouvé moins intéressant. Tous les retours sont bons à prendre. De mon côté, il ne me reste plus qu'à te conseiller de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et sinon, je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo.